sur cet ordinateur, pourquoi pas. Ok. C'est bon. Donc, du coup, l'enregistrement est lancé. Ça me permet comme ça de venir la stocker, je le disais, sur ma chaîne YouTube, Opta Consult, sur laquelle je crée du contenu à destination des ophtalmologues, des responsables de centre, des orthoptistes, etc. Donc, je me présente rapidement. Sébastien, donc de Good, je suis consultant, je suis un ancien de la grande distribution, hein. J'ai géré des supermarchés, Lidl, un réseau de supermarchés. Et je suis passé ensuite, il y a 10 ans maintenant, à l'ophtalmologie, puisque j'ai été responsable de centre. J'ai développé un centre. Je les ai passés de 4 médecins à une quinzaine. J'ai créé 4 centres secondaires pour eux. Et puis derrière, il y a 5 ans maintenant, je me suis installé comme consultant. Donc, du coup, j'aide les ophtalmos maintenant, mais partout en France et dans les dom-toms, à recruter des responsables de centre et les former, les conseiller sur leur façon d'organiser le flux patient, la cotation, beaucoup de choses comme ça, en gros, hein, puisque un ophtalmo, un médecin maintenant, est un entrepreneur. Donc, du coup, je les aide dans ce genre de situation pour qu'ils comprennent mieux, pour qu'ils soient plus à l'aise avec leur métier. Voilà, donc aujourd'hui, on est réunis, pas du tout pour parler d'ophtalmologie, ça va me changer un petit peu, mais pour parler d'une passion. Puisque moi, c'est une passion. Depuis 5 ans maintenant en crypto, je suis passionné d'investissement à la base, hein, puisque je fais aussi de l'immobilier et je fais également de la bourse, ça depuis longtemps. Et donc, du coup, bah, je vais vous donner mon point de vue sur la crypto et surtout tenter de vous donner une sorte de manuel pour comprendre un petit peu, parce qu'évidemment, hein, les médias en parlent beaucoup maintenant, mais savoir dénicher ce qui est vrai et ce qui est faux, c'est pas forcément évident. Donc, 5 ans, hein, ce n'est que mon expérience, donc du coup, d'amateur, hein. Donc, il faut bien comprendre que ce que je dis n'est pas parole de prophète, hein, mais il va falloir que vous-même, vous fassiez vos recherches par la suite. Vous allez voir, c'est de plus en plus simple. Autant c'était plus compliqué il y a 5 à 10 ans parce que c'était très opaque. Maintenant, c'est très ouvert. Donc, du coup, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Je répète que je ne suis pas un conseiller financier, donc du coup, je ne vous donne pas de conseils, hein. C'est vous qui êtes responsable de vos investissements. Là, je suis juste là pour vous aider éventuellement sur un secteur de l'investissement qui, pour moi, on ne peut pas passer au travers, même sur un petit pourcentage de son patrimoine, de sa poche d'investissement, comme on dit, puisque, vous le savez, en investissement, on va diluer ses risques en étant, on va dire, en dispatchant ses poches d'investissement. Sûr. Différentes choses, hein, notamment, évidemment, le classique, l'immobilier. Vient ensuite souvent la bourse et puis les cryptos, pourquoi pas. Et en fait, selon que l'on va être adepte du risque ou pas, appétent au risque ou pas, eh ben, on va mettre 2, 3, 5, 10%, 15%, parfois plus en crypto. Pourquoi pas? En tout cas, on a cette risqué. Bon, Voilà un peu. Hop, ici. Et donc, voilà pour un peu pour le disclaimer, on dit. Euh, Pourquoi cette visio? Parce que on me l'a demandé, hein, tout simplement, et que moi, ça me plaît toujours de discuter, d'échanger et de partager ce qui m'anime au quotidien, puisque moi, je suis ce marché au quotidien. Euh, donc, a priori sur le Bitcoin. Le Bitcoin, au départ, ça a été donc créé en 2009, hein. On va revenir sur l'historique en 2009. Et puis, on entend beaucoup dire des choses comme quoi c'est le, on va dire c'est la monnaie de la drogue. C'est avec ça qu'on va blanchir l'argent de la drogue, etc. Alors vous allez voir que c'est complètement faux, hein, évidemment. Alors, par contre, sur Silk Road, hein, qui était au départ une sorte de supermarché sur le net de tout ce que vous pouvez trouver, hein, d'ailleurs, hein, des tueurs à gages jusqu'à de la drogue. Et ben, en effet, il pouvait y avoir du Bitcoin au départ, mais vous allez voir que c'est pas terrible comme monnaie pour pouvoir cacher son argent parce que le Bitcoin n'est pas anonyme, mais est pseudonyme. Ce qui veut dire qu'en fait, on peut retrouver les gens. C'est très, 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 très difficile, voire impossible, de blanchir du Bitcoin. On retrouve toujours les gens. Il y a une très grosse affaire
affaires. Il y a d'ailleurs un documentaire sur Netflix qui parle de cela. Deux personnes qui ont volé énormément de millions en crypto, en Bitcoin. Ils n'ont pas jamais été capables de s'en servir parce que c'est pseudonyme et donc du coup, on ne c'est pas anonyme. L'argent de la drogue, ça reste la bonne vieille valise de dollars américains et d'euros pour nous. Les bons billets de 500 qui ont été enlevés à cause de ça, et les billets de 200 maintenant, ça marche très bien. Le Bitcoin est très très peu utilisé finalement. Alors évidemment, il peut y en avoir, hein, mais c'est en dessous de 1% de l'argent comme ça, de la criminalité. Énergivore, on en a parlé, on va passer vite là-dessus parce que vous allez voir que le, le- le programme est vaste, hein. Énergivore, évidemment, il faut de l'énergie pour créer, pour miner du Bitcoin, hein, pour créer les Bitcoins au fil du temps. Il faut de l'énergie, puisqu'on se sert d'ordinateur, on va en parler. Cette énergie, on va le voir, elle est souvent, c'est souvent une énergie verte. Alors, je vous donne un exemple, hein, mais qui arrive de plus en plus, c'est que on va en Afrique, en Ouganda, je crois, il y a eu un projet comme ça qui a été développé grâce finalement aux mineurs de Bitcoin. Les mineurs de Bitcoin sont des entreprises, hein, qui sont spécialisées, hein, qui vont s'organiser pour miner avec énormément d'ordinateurs pour pouvoir dégager un volume. Et comment ça va se passer? Alors attendez, je vais désactiver le son ici. Voilà. Et donc du coup, il y a des projets. Notamment, je vais vous parler de celui de l'Ouganda, où on va créer une sorte de barrage hydroélectrique qui va permettre d'alimenter la population en électricité. Et le problème de l'électricité que nous avons actuellement, et toujours, hein, c'est que l'électricité n'est pas stockable. On ne peut pas la stocker. Alors, on peut la stocker dans des batteries, ça coûte très cher, c'est pas très pratique. Donc, du coup, ben, l'énergie, quand elle est produite notamment par un barrage hydroélectrique, eh bien, quand la demande n'est pas là, cette énergie-là, elle se perd. Et donc, du coup, les mineurs ont dit, voilà, ben nous, on veut bien se placer à côté de vos institutions, en gros, à côté des barrages, en tout cas des endroits qui vont créer de l'énergie. Et nous, quand il n'y aura pas la demande de la population, eh bien, on va vous acheter, alors évidemment à prix cassé, l'électricité qui n'est pas vendable puisque pas demandé par la population. Et donc, du coup, quand on met bout à bout ce que vont acheter les mineurs et ce que va acheter la population, eh bien, on va se retrouver avec un projet qui est rentable, qui est viable. Ce qui n'était pas forcément le cas si il n'y avait pas l'argent du mining. Donc, du coup, pour vous dire que, en gros, 85 à 90% actuellement de l'énergie pour miner du Bitcoin est une énergie verte. Il n'y en a pas partout. C'est pas pour ça que le Bitcoin est quelque chose d'écologique, bien évidemment, hein. Maintenant, dites-vous bien que le système bancaire en l'état actuel est extrêmement énergivore, hein. Quand on va envoyer des virements d'un côté à l'autre, vous vous doutez bien que c'est extrêmement énergivore. Bref, voilà un petit peu deux a priori à l'argent de la drogue, et on a vu que non, énergivore non plus, la volatilité. La volatilité, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité, on va dire, d'un asset, donc du coup d'une action, par exemple, ou de quoi que ce soit, à bouger d'un point A à un point B très rapidement. Plus il y a de volatilité, hein, ça peut être mesuré d'ailleurs par un indice qu'on appelle le VIX, hein, c'est l'indice de la volatilité. Et la volatilité, elle est actuellement, vous l'avez vu, hein, il y a eu un pic de volatilité en bourse, hein, du fait de l'IA DeepSeek récemment. Donc il y a eu un pic de volatilité. Cette volatilité-là, elle fait peur. Or, attention, comprenez bien que si elle n'existait pas, ce ne serait pas intéressant. Quand vous regardez par exemple le marché des changes, le marché du dollar contre l'euro, etc., c'est très 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 peu volatile parce qu'il y a énormément de volume et donc du coup, en une journée, ça va bouger de 0,10, 0,20 à la hausse ou à la baisse et donc du coup, c'est pas du tout en gros intéressant pour les particuliers comme nous et même pour les entreprises. Ce sont des stratégies assez techniques qui souvent sont juste des techniques de couverture. Donc la volatilité, c'est bien. Il faut être clair, c'est bien, c'est ce qui nous permet de gagner de l'argent. S'il n'y avait pas de volatilité, on ne gagne pas d'argent. Donc par contre, la volatilité, il faut l'accepter. C'est un risque qui se mesure, et plus c'est volatile, plus le risque est important, plus en général, on est récompensé in fine. Alors quand on fait bien les choses et quand on est prudent, évidemment. Donc cette volatilité, faut pas non plus me la faire à l'envers. On va dire que
le Bitcoin est volatile, certes, hein, on a vu hein, des moins 40, des moins 50, surtout au départ, hein, ça a été créé en 2009. Forcément, quand vous avez un marché qui est jeune, et donc du coup il est peu capitalisé, la moindre somme, la moindre centaine de millions va faire bouger énormément, en plus ou en moins, la cotation de ces assets-là. Euh, cette volatilité a tendance à se restreindre, on le voit de plus en plus. Là, on était entre deux cycles jusqu'à il y a un an et demi. Et là, on voit que eh ben, le Bitcoin n'a pas perdu autant que ce qu'il pouvait perdre d'habitude. On va le voir, je vais vous partager mon écran. Euh, ici, on va le voir, ça c'est le Bitcoin dans le temps. Ici, je vois toujours ça, donc c'est parfait. On voit que extrêmement plat, évidemment. Je n'ai pas sur une échelle algorithmique ici, mais c'est pas grave. Ici, on voit que on a ce qu'on appelle le bull run, hein, le marché haussier de 2017-2018, puis la baisse ici, et on voit que, en gros, le Bitcoin revient quasiment, on va dire, à son prix de départ. Ce qui est de moins en moins le cas. On va le voir ici. Il y a eu un autre marché haussier, donc 4 ans après, hein, parce que on va voir hein, que le Bitcoin, ça fonctionne avec sur 4 ans, sur un cycle de 4 ans. Ici, on a eu l'autre cycle aussi, avec le Covid au milieu, donc du coup, il y a eu un double pic ici, mais peu importe. Vous voyez que il reste assez haut, mine de rien, même si évidemment c'est beaucoup plus bas, hein, puisque on est monté à 60-70 000 euros et qu'on est redescendu à 20 000. Donc c'est énorme. Sauf qu'en l'occurrence, on le sait, c'est ce qu'on appelle ici un bear market, hein, donc c'est le marché baissier, donc du coup ça baisse et ça va stagner un petit peu, et c'est là qu'on achète, hein. C'est là où tout le monde, enfin les institutions achètent notamment jusqu'au début là, donc 2024, hein, l'an dernier, mois de janvier à peu près, eh bien on va avoir un retour de la volatilité. Et donc, le marché haussier se réenclenche. Et là, on en est ici, donc à 102 000, on a fait un ATH, donc un all-time high, un plus haut de tous les temps, à 108. Et où est-ce qu'on en est maintenant? Ben ça, on va en parler. Donc, en gros, on va en revenir quand même au départ. Qu'est-ce que le Bitcoin aujourd'hui? Je crois que c'est assez important de mettre un petit peu, parce que l'objectif, c'est aussi de comprendre. Quand on veut investir dans quelque chose, il est important de comprendre qu'est-ce qui compose ce marché et quelles sont les composantes principales. Donc, en gros, c'est une monnaie virtuelle. D'accord? Donc, je disais, une monnaie virtuelle, attention, parce que c'est pas parce que c'est une monnaie virtuelle que ça n'existe pas. D'accord? Évidemment, ça a une existence hein, qui n'est pas physique, qui est informatique, mais exactement comme les 600 milliards de dollars qu'a perdu Nvidia sur la journée d'hier. D'accord? Donc, ni plus ni moins, 600 milliards, c'est en gros, les deux, trois grosses capitalisations françaises en bourse ont été effacées rien qu'en une journée sur Nvidia. Donc ça aussi, c'est de l'argent qui est virtuel, on va dire, hein, qui n'existe que sur des lignes de compte. D'accord? C'est pas pour ça que, au bout d'un moment, cet argent, on va pas le récupérer en argent sonnant et trébuchant. D'accord? Mais désormais, on va dire que la plupart des flux financiers sont de l'argent qui est généré par de l'informatique d'un ordinateur à un autre, on va dire, d'un compte à un autre. Donc, euh, il y a une différence, évidemment, entre le Bitcoin et une monnaie que l'on appelle fiat. Les monnaies fiat, ce sont les monnaies euros, dollars, francs suisses, etc., etc. Ça sont les monnaies fiat qui sont battues par les États hein, et qui ont donc vont être garantis par les États en question. C'est pour ça que le dollar américain, vu qu'on sait que, enfin, on pense en tout cas que l'État américain ne peut pas tomber, et bien du coup, le dollar américain est une valeur qui est censée être intéressante, même si on voit que malheureusement, elle pâtit d'une chose qui fait très, 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 très mal à vos portefeuilles, c'est l'inflation. Mais on va revenir là-dessus. Le Bitcoin aurait été créé par quelqu'un ou une personne ou un groupe qui s'appellerait Satoshi Nakamoto, qui a disparu depuis. On n'a plus de traces de lui, en fait, rapidement. Ça a été créé en 2009, mais rapidement, dans l'année ou l'année suivante, on n'a plus de nouvelles, en tout cas, sur les forums, etc., libertariens à l'époque, hein, donc des gens qui vraiment militaient pour limiter le contrôle de l'État. Eh bien, on n'a plus du tout de nouvelles de ce Satoshi Nakamoto. On sait qu'il possède, en tout cas, il y a des comptes, parce que c'est l'intérêt de la blockchain hein, sur lequel on va pouvoir voir quelles sont les adresses qui possèdent du Bitcoin. On sait que, eh bien, il y a au moins une adresse qui lui appartiendrait et sur laquelle il y a 1 million de Bitcoin et qui ne bouge pas depuis tant d'années.
Donc, a priori, soit il est décédé, soit il ne veut pas se faire connaître, ce qui n'est pas plus mal du tout. Parce que l'intérêt, c'est que Bitcoin, on ne peut pas l'arrêter. Ce n'est pas possible. Hein, il n'y a pas quelqu'un où on va taper à la porte, on va regarder sur la sonnette, Satoshi Nakamoto, hop, on le met en prison, c'est fini. Ça n'existe pas, en fait. Puisque le Bitcoin est une monnaie qui va être répartie, et on va le voir ensuite, hein, sur, qui va fonctionner avec plein d'ordinateurs qui ont le code source en leur sein et qui donc du coup vont valider. On ne peut pas arrêter Bitcoin, c'est le principe. Il n'y a pas de pièces ni de billets, évidemment. Ce n'est pas lié à un État qui n'émet donc pas la monnaie, puisque, on va le voir, qui émet les bitcoins, eh bien, ce sont les mineurs, qui sont donc des gens souvent calés en informatique et des organisations qui vont acheter des ordinateurs et qui vont miner, qui vont créer le bitcoin, on va le voir. L'intérêt du bitcoin, il faut être très clair, c'est le fait que c'est une monnaie qui est désinflationniste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, l'euro, on le sait, la Banque centrale a pour mission de générer une inflation maximum de 2%, mais minimum aussi de 2%. Ce qui veut dire que votre argent qui est placé sur un compte qui ne vous rapporte rien, vous perdez à minima 2%. Alors c'est beaucoup plus que ça en l'occurrence, puisqu'on sait que dans les 5 ans qui viennent de passer, on a perdu quasiment 15% sur l'argent qu'on n'a pas placé. D'accord? Donc votre performance, hein, que ce soit en bourse ou en immobilier, vous allez voir que je ne suis pas grand fan, je suis plus très grand fan de l'immobilier parce que il faut déjà que dans les 5 ans, votre bien il a pris 15%. S'il n'a pas pris 15%, il faut être très clair, vous avez perdu de l'argent. Hein, puisqu'il y a eu une inflation qui a atteint les 15%. Et donc, du coup, ça veut dire qu'en gros, avec, on peut acheter 15% de moins de tout ce que l'on veut, de bonbons, de tout ce que l'on veut, avec cette inflation-là. L'intérêt du Bitcoin, c'est que il n'y en aura que 21 millions en tout et pour tout. Ça, c'est une règle de base hein, qui est extrêmement importante. C'est la base, on va dire, s'il y a une des choses à retenir, c'est ça. Il y aura 21 millions maximum d'unités, comme des actions, si vous voulez, 21 millions maximum de Bitcoin. Actuellement, ont déjà été minés, ont déjà été créés 18 millions d'entre eux. Évidemment, il y a une grande partie au tout début qui a été perdue. Hein, on le sait que au départ, la sécurisation n'était pas dingue, donc du coup, on pouvait les mettre sur des disques durs, sur des clés USB, etc., et on pouvait les perdre. D'accord? Donc il y a beaucoup de codes qui ont été perdus. On estime que entre 1,5 million et 3 millions de bitcoins sont manquants sur les 18 millions qui ont été minés, notamment le million de Satoshi Nakamoto, évidemment. Le dernier bitcoin sera miné en 2140. D'accord? Ça, on le sait à l'avance, hein, puisque c'est organisé dans le code. Hein. Alors attention, hein, il faut bien comprendre que euh, on a du mal à comprendre, d'ailleurs, et donc du coup, on se doute que c'est plutôt un groupe de personnes plutôt qu'une seule personne, tellement c'est bien fait, tellement c'est bien orchestré, bien organisé, et que ça fonctionne exactement comme le créateur l'a souhaité. Et donc du coup, jusqu'alors, tout se passe bien, c'est-à-dire que les mineurs vont faire travailler leurs ASIC, hein, c'est des ASIC, on appelle ça, ce sont des ordinateurs extrêmement puissants qui font des calculs, et grâce à ce calcul-là, hein, et grâce au fait qu'ils vont sécuriser la blockchain, hein, donc du coup, l'ensemble des nœuds, vous allez voir, qui permettent de créer et de sécuriser le fonctionnement de tout ça, eh bien, grâce à eux, eh bien, on va atteindre finalement les 21 millions. Alors évidemment, actuellement, les mineurs sont rémunérés en fonction du nombre de bitcoins qu'ils vont trouver, du code qu'ils vont trouver. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est un peu complexe, mais en gros, à un moment ou à un autre, un mineur va trouver un nombre, un chiffre en réalité, hein, qui va avoir une difficulté plus ou moins importante à trouver. C'est ce qui va permettre de faire la sélection entre les mineurs. Et puis, comme il a trouvé le code, eh ben, il va gagner plus ou moins. Actuellement, je crois qu'on est à 2,5 ou 3 bitcoins à chaque fois. Et ça vient se réduire tous les 4 ans. Tous les 4 ans, il y a ce qu'on appelle un halving. Et donc, du coup, le halving fait que la récompense des mineurs est divisée par deux. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que actuellement, on a eu le halving l'an dernier, hein, au mois d'avril, a eu lieu le halving, et bah, on voit que, alors c'est pas un hasard évidemment, mais les cycles sont organisés autour du halving. On sait qu'il y a un halving et hop, et le cycle haussier va arriver juste après ou peu après, peu importe. Ça dépend un petit peu évidemment, c'est pas écrit hein, au jour près, mais ça fonctionne avec ça. Et pourquoi? Totalement logique en réalité, parce que les bitcoins qui sont créés par les mineurs
vont ensuite être revendus sur le marché pour que eux puissent payer l'électricité, etc., etc. Et donc, du coup, jusqu'avant le halving, eh bien, on savait que, en gros, un Bitcoin, ça coûtait 12, 13, 14 000 euros selon où on est, évidemment, dans le monde avec le coût de l'électricité. Mais en gros, ça coûtait ça. Et puis, du jour au lendemain, on vient leur diviser par deux leur rémunération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre-temps, pour qu'eux ils soient rentables, il va falloir que le cours du Bitcoin ait évolué à la hausse pour que ce soit rentable de créer du Bitcoin. Et si ça ne l'est pas, eh bien, un, il débranche, c'est ce qu'on appelle débrancher, hein, donc du coup, on va avoir une baisse du nombre de Bitcoin qui arrivent. Et vous le savez que tout ce qui est rare et cher, moins il va y avoir d'offres de Bitcoin, plus la demande, elle va rester plus ou moins ce qu'elle est, et donc du coup, le prix va augmenter naturellement comme ça. Donc c'est comme ça que se régule en réalité le prix du Bitcoin en fonction de si ça devient intéressant pour les mineurs de miner ou pas. Maintenant, il faut savoir que le minage se fait principalement aux États-Unis, au Texas, ça a migré, hein, et en Europe de l'Est aussi, évidemment, en tout cas partout où l'énergie est pas très chère. Et aux États-Unis, quand il y a eu quand la Chine s'est débarrassée de tout le minage, et bien, du coup, ils ont été très, très proactifs, on va dire, et donc, du coup, ont pas mal accueilli de mineurs. Je vous l'ai dit, la monnaie, donc le Bitcoin est donc une monnaie déflationniste. Ça veut dire que plus le temps passe et plus il est compliqué d'en trouver, et plus il sera compliqué d'en trouver, d'accord? Puisqu'il n'y en aura que 21 millions. Et vu qu'il est compliqué d'en trouver, eh bien, le prix augmente en fonction. C'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, il est autour des 100 000 dollars et qu'il va continuer d'augmenter. Alors, il va continuer d'augmenter à long terme, d'accord? Donc, on sait qu'un jour, et ça, j'en mettrai presque ma main à couper, on va dire, il atteindra les 250 000 dollars. Ça, c'est quasiment certain. Certains vont parier sur 1 million. Moi, ça me paraît beaucoup. Maintenant, 200, 250 000, c'est quasiment certain. Il faut savoir que, et je vais vous remontrer un petit peu le chart, donc du coup le graphique. Là, vous le voyez en haut à gauche, le market cap, c'est la totalité de la valeur du Bitcoin. Et là, on voit que c'est 2000 milliards. 2000 milliards, c'est la valeur du marché Bitcoin. Donc du coup, le nombre de tokens multiplié par le prix. Hein, c'est ça, c'est comme ça qu'on fait un market cap. Et en l'occurrence, 2000 milliards, pour vous donner un ordre d'idée, le marché du gold, donc du coup de l'or, hein, c'est 10 000 milliards. D'accord? On dit que le Bitcoin est et où sera l'or numérique. Pour moi, c'est un peu le même principe, hein. C'est une réserve de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je gagne, admettons, 10 000 euros. Ces 10 000 euros, je les prends. Je les mets en quoi? Si je ne veux pas subir l'inflation, je veux les mettre sur du gold, de l'or ou du Bitcoin, de façon à ce que, eh bien, dans 10 ans, le prix de ce que j'ai transformé en euros augmente et non pas descend finalement avec une inflation qui est naturelle avec de l'euro ou du dollar ou n'importe quelle autre monnaie, hein. Certains pays d'Amérique du Sud l'ont bien compris, hein, notamment le Salvador, où désormais ils travaillent énormément avec du Bitcoin. Euh, donc, le prix varie en fonction de l'offre et de la demande, je vous l'ai dit. Le BTC, alors un Bitcoin, l'intérêt, ce qui est complètement différent d'une action, c'est qu'une action LVMH, par exemple, je vais en acheter une, je ne sais pas combien elle est, admettons 400 dollars ou 400 euros, je ne peux pas en acheter une demi, ça n'existe pas. Alors que le Bitcoin, on n'est pas obligé d'acheter un Bitcoin à 100 000. On peut très bien en acheter pour 1000 dollars, pour 100 dollars, pour 5 dollars, pour ce que l'on veut en fait. Et on va en avoir 0, quelque chose. Et là, on va avoir des Satoshi. En sachant que un BTC, c'est plusieurs, je ne sais plus trop combien d'ailleurs, mais en tout cas, pour l'unité la plus faible, le centime en gros, hein, ça s'appelle un Satoshi, et c'est 8 décimales, 0, et 8 décimales. D'accord? C'est donc une monnaie décentralisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organe régulateur. C'est ce que je vous disais, elle est incensurable. Incensurable, ça veut dire que personne va dire, OK, moi, la monnaie, ça ne me plaît pas, donc du coup, je dis non. Alors évidemment,
euh, les États vont mettre des bâtons dans les roues, d'accord? C'est ce qui se passe, hein. Il y a de la réglementation un petit peu partout. Au départ, ça pouvait être un petit peu mal vu. Maintenant, on se rend compte que ben, finalement, les réglementations MICA qu'on va avoir en Europe, le travail qu'ont fait les Américains sur la réglementation font que, ben, évidemment, c'est plus le Far West. Et en étant plus le Far West, eh bien, on va attirer des gens lambda comme vous et moi sur ce type de marché. Donc, du coup, le marché va se développer. Incensurable, on ne peut pas arrêter Bitcoin. C'est pas possible. Alors oui, certains vont dire aussi, je tords le cou aussi à certaines choses qui peuvent être dites parfois, du style, oui, mais le jour où il y aura un problème Internet mondial ou d'informatique, etc., eh bien, il n'y a plus de Bitcoin, puisque, alors que moi, avec mon or, avec mes lingots, etc., j'aurais pas de problème. Sauf que, en l'occurrence, hein, le jour où il n'y a plus d'Internet, il n'y a plus d'électricité, choses comme ça, on aura d'autres choses à penser. Par exemple, se mettre à l'abri, trouver des armes, trouver des conserves et de l'eau, que savoir qu'on a perdu 50 000 ou 100 000 euros en Bitcoin, hein. Donc, à vrai dire, en effet, c'est pas très intéressant comme type de réflexion. Donc, ce Bitcoin, vous l'avez compris, il est régulé Non, non, par non, mais côté. Attendez, il va falloir désactiver le son ici. Hop, c'est fait. Euh, le Bitcoin est régulé par la communauté via la blockchain. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vous partage déjà mon écran, donc je vais vous montrer un petit peu on voit qu'est-ce qu'une blockchain. Une blockchain, donc du coup, c'est une chaîne de blocs. D'accord? Donc, il y a des blocs. Le principe étant que c'est une sorte de grand livre dans lequel on va retrouver des transactions entre deux entités économiques, deux agents économiques, l'agent A et l'agent B par exemple. Donc ici, eux, ils vont se faire ils vont effectuer une transaction. Donc admettons A c'est moi, B c'est le docteur Muraté. Je vais lui envoyer 500 dollars en Bitcoin. Eh bien, là, j'effectue une transaction. Je vais mettre son adresse et je vais lui envoyer. Cette transaction, elle est regroupée avec plein d'autres, des milliers d'autres, dans un bloc. D'accord? Et puis hop, ce bloc va être fermé et il va être validé par les nœuds du réseau. Qu'est-ce qu'un nœud dans le réseau? Ce sont toutes les personnes qui ont, alors en l'occurrence, souvent, maintenant ce sont des ASIC, hein, ce sont tous les mineurs dont je vous ai parlé, qui ont le code complet, donc en gros, hein, une sorte de programme informatique, si vous voulez, entre eux, et qui donc du coup vont eux-mêmes valider que le bloc est bien cohérent. D'accord? Donc évidemment, c'est extrêmement complexe, hein, c'est du langage SHA-56, très très pointu, peu importe. Le but, c'est que vous compreniez que une fois que le bloc est validé par un mineur, donc là, c'est là où il va avoir sa récompense, eh bien, il va prendre sa place, il va être daté et il va être ajouté à une chaîne de blocs, donc du coup, la blockchain, ce qui fait quoi? Et à ce moment-là, Dr Muraté reçoit sa transaction, donc son argent. C'est quasi instantané maintenant, hein. Alors, sur le Bitcoin, ouais, ça va prendre 3-4 minutes, hein. Donc, dites-vous bien que 3-4 minutes, c'est extrêmement court, hein. Quand on envoie, si vous voulez envoyer de l'argent de la France vers les États-Unis, ça prend plusieurs jours, hein, avec le système que l'on peut avoir. Swift, etc. Donc du coup, l'intérêt du bloc, c'est qu'il est dans une chaîne. Ce qui veut dire que cette chaîne-là, elle ne peut pas être rompue. On ne peut pas revenir. On ne peut pas annuler le paiement. Alors c'est un peu pas le problème, mais c'est un peu le principe, hein. C'est que autant vous faites un virement à une mauvaise personne, ben, peut-être qu'on va pouvoir se rendre compte, mais attention, je n'ai pas voulu, j'ai pas fait exprès, etc., etc., donc je vais récupérer. Ça, sur la blockchain, ça n'existe pas, hein. On ne pourra pas revenir en arrière sur ce qui s'est passé. Voilà un peu pour la création, hein, et comprendre un petit peu comment est-ce que c'est régulé. Et ça, et vu que c'est inscrit, ce code, il est inscrit sur des milliers, des millions d'ordinateurs, on ne peut pas finalement gruger, essayer de trouver quelque chose qui faire un double paiement, par exemple, hein. On dit que j'ai dépensé un Bitcoin ici, je vais le redépenser là-bas parce que personne ne le sait. Non, c'est impossible, hein, puisque la blockchain va être vérifiée, scannée, et on va vérifier si en effet vous avez bien tel montant sur votre compte. On a vu le mécanisme de validation, hein, par la blockchain. On va avancer là-dessus parce que ce n'est pas le plus intéressant, on va dire. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la blockchain, c'est un registre qui va noter toutes les transactions
et qui va les inclure dans un bloc et on va pouvoir vérifier. C'est pour ça que je vous disais que c'est uniquement pseudonyme. Et ça, je vais rentrer dans le détail un petit peu. Pourquoi est-ce que le Bitcoin n'est pas anonyme et est pseudonyme? Par exemple, si demain, je veux commencer les cryptos. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'inscrire sur ce qu'on appelle, et c'est le plus simple, sur un exchange. Donc, du coup, c'est une bourse en ligne, en gros, hein, comme Bourse Direct, comme Boursorama, qui va nous fournir le Bitcoin en échange d'euros. Nous, on va faire un virement en euros sur notre compte, on va dire, sur Binance ou sur plein d'autres trucs, hein, plein d'autres exchanges. Et à partir de là, on va acheter du Bitcoin. Avant ça, vous allez voir qu'il y a une étape très importante que l'on appelle le KYC. KYC, c'est Know Your Customer. Donc, du coup, chaque entité est régulée maintenant, hein. Ils ont tous ce qu'on appelle un PSAN. Et le PSAN, c'est une autorisation de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, pour pouvoir exercer dans ce domaine-là et donc, du coup, fournir de la liquidité aux particuliers qui souhaiteraient investir dans du Bitcoin, dans la crypto-monnaie en général. Et donc, du coup, euh, ce Know Your Customer, ce KYC, ça veut dire que je vais devoir, alors c'est assez pointu, ça prend pas très longtemps, hein, mais hop, ça prend pas très longtemps, mais j'ai pas ici, hop, c'est Jean-Michel en plus qui rentre. Voilà, bienvenue à toi Jean-Michel. Donc du coup, je disais que pour accéder finalement à un compte, il va vous suffire de donner quelques documents, notamment votre pièce d'identité, des choses comme ça, mais c'est rigoureusement contrôlé de façon à ce qu'on sache à l'entrée qui vous êtes. Et donc, du coup, vous allez voir que c'est pour ça que ce n'est que pseudonyme et non pas anonyme, c'est que derrière, votre compte est attaché à un numéro, hein, qui est votre clé publique. C'est pas très grave qu'on la connaisse finalement, mais par contre, dès que je vais la connaître, dès que je vais la reconnaître, eh bien, je vais pouvoir tracer un petit peu. Donc, on connaît les adresses d'Elon Musk, on connaît les adresses de Donald Trump, on connaît les adresses de Satoshi Nakamoto, on connaît les numéros d'adresse de pas mal de monde et on va suivre un petit peu ce qu'ils vont faire avec leur argent, avec leur crypto-monnaie. Ça, on peut le faire. Donc, du coup, ça veut dire que comme je vous le disais, il est excessivement difficile de blanchir de la crypto-monnaie. Et donc, de toute façon, on sera capable de retracer ce que vous avez fait, à quel moment, à qui vous avez envoyé, de qui vous avez reçu, etc. Alors, qui, c'est un grand mot, mais puisqu'on n'aura qu'une suite de chiffres. Mais cette suite de chiffres, on va pouvoir tracer et voir au bout d'un moment, cette suite de chiffres-là, c'est le compte qu'a ouvert Jean-Michel Muraté le 28 janvier 2025. Et là, on va retomber, on va dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé, cet argent-là, pourquoi vous l'avez envoyé à Dubaï, vous avez oublié de nous prévenir quelque chose. Eh bien là, c'est pour ça que on ne va pas faire Il est très risqué de ne pas déclarer ses plus-values finalement. On parlera de fiscalité à la fin de ce webinaire. Vous allez voir. Donc, on en était sûr. Ça, c'est bon. Impossible de modifier une transaction. On en a parlé, hein. Tout est lié par des chaînes. Donc, on ne revient pas en arrière. Euh, on fera toujours une opération entre deux portefeuilles avec des adresses qui ont été validées par une clé privée, hein. Donc, du coup, vous avez une clé publique et une clé privée. C'est pour ça que, est-ce que j'en parle? Bon, je vais en parler. En crypto, il y a un adage qui va dire Not your keys, not your coin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand vous êtes sur Binance, par exemple, avec une plateforme d'échange, eh bien, vous faites comme vous faites comme quand vous prenez votre salaire, vous le mettez à la banque. D'accord? Vous avez l'impression que ce salaire est à vous, mais il n'est pas à vous, il est à la banque. D'accord? Vous avez une créance sur la banque, hein, d'accord? Mais il n'empêche qu'il est chez elle. Et donc, du coup, dans certaines périodes de l'histoire, on a vu, et dans certains pays, que l'État pourrait servir, etc. C'est un peu la même chose avec la crypto. Et vu que ça a été créé par des libertariens, eux, ils estiment qu'il faut sécuriser sa crypto-monnaie et donc, du coup, en avoir les clés privées. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va faire ça avec, notamment, on en a parlé assez récemment, on va dire de façon pas très très sympa, hein, vu que un des cofondateurs a été enlevé. Eh bien,
Ledger, par exemple, c'est une sorte de clé USB qui va vous permettre de stocker vos clés privées. Donc, du coup, c'est l'accès à la blockchain. Et donc, du coup, avec ça, vous ne craignez plus personne, en fait, hein, puisque vous avez vos bitcoins, par exemple, vous pouvez les avoir sur votre clé Ledger. Et vous ne les avez plus sur l'exchange. Alors, ce qu'on dit en général, c'est que sur l'exchange, donc Binance, Bitpanda, Kraken, tout ce que vous voulez, eh bien là-dessus, vous allez avoir uniquement ce qui va vous servir à trader. Alors, attention, ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est quand on a des sommes assez importantes. D'accord? Quand on va mettre 5 000, 10 000 euros, même jusqu'à 50 000 euros, moi je pense qu'il n'est pas nécessaire forcément d'avoir une clé Ledger. Alors, je vous dis ça parce qu'on en est aujourd'hui en 2025, où on sait que grâce aux différentes réglementations, on a énormément sécurisé le marché. Alors, il y a 2 ans, 3 ans, on a vu FTX, hein, l'affaire FTX, où il est parti avec la caisse, hein, tout simplement, le propriétaire de ce gros exchange. Personne n'aurait pu le dire. Voilà, c'est arrivé. C'est pour ça que il est intéressant aussi de sécuriser. Mais je pense que ça vient après. L'idéal, c'est d'abord de comprendre le principe et ensuite, de toute façon, vous y viendrez par la suite. Donc en gros, hein, de toute façon, le Bitcoin, il va être sécurisé par l'entreprise qui héberge Binance ou tous les autres. Exactement comme Boursorama ou Bourse Direct vont avoir vos actions en propre et que vous ne les avez pas chez vous finalement. Voilà un peu le principe. Pour revenir, parce que j'avais pris cette image-là, mais c'est intéressant, pour comprendre comment est-ce qu'on va créer un Bitcoin, en gros, toutes les 10 minutes, il va y avoir une sorte de loterie, en fait. Une loterie qui va dire, OK, attention, là, trouvez-moi le chiffre que ça fait si on divise par temps. Et donc, du coup, là, avec la force de calcul des ASIC, eh bien, quelqu'un va trouver quelque part le bon numéro, et c'est lui qui va gagner la récompense offerte aux mineurs. Bien souvent, hein, ils vont revendre soit sur les exchanges directement, donc ils vont avoir un accord cadre souvent avec les gros exchanges, ils vont leur dire, OK, voilà, nous, on va vous vendre tant de Bitcoin par mois, parce qu'en général, c'est ce qu'on va récolter, ou alors, ils vont le vendre, on dit OTC, over the counter, c'est-à-dire, il va vendre directement à d'autres institutions qui, eux aussi, font du négoce. Très rapidement, vous l'avez compris, le Bitcoin est une crypto-monnaie, c'est le papa Bitcoin, donc du coup c'est le papa des crypto-monnaies, hein, c'est la première, alors attention, c'est pas la première de tous les temps de crypto-monnaie, c'est celle qui a marché la première en fait, hein, puisque avant 2009, avant la création du code du Bitcoin, etc., il y avait d'autres crypto-monnaies qui ont tenté leur coup, mais qui n'ont jamais fonctionné. La 2009, c'était parfait parce que juste après la crise subprime, donc du coup on vient à douter hein, des États, etc., donc c'est très très bien tombé, en gros il est arrivé au bon moment, et donc, du coup, c'est comme ça que ça a démarré. Alors, ça a démarré très bas, hein. On voit encore des vidéos d'un jeune qui s'extasie du fait que ben, le cours du Bitcoin passe les 100 dollars et il est super content. Voilà, quelques années après, on en est plutôt à 100 000 maintenant. Euh, Papa Bitcoin, hein, donc la crypto-monnaie numéro une, hein, qui pour moi est une valeur refuge maintenant, hein, et qui donc du coup, sur lequel à long terme, il est peu probable de perdre de l'argent, hein, c'est mon point de vue. Par contre, il existe d'autres crypto-monnaies qu'on appelle les altcoins. Ça va être, vous en entendrez parler, Ethereum, Solana, etc. Ce sont d'autres projets en fait qui n'ont pas exactement la même vocation. Bitcoin, c'est une sorte d'or numérique, d'accord? Il n'est pas extrêmement performant d'ailleurs pour l'échange de valeurs entre pairs, hein. C'est ce qui avait été prévu au départ, hein. C'était l'objectif, hein. C'était de dire, OK, ben, je vais pouvoir t'envoyer de l'argent comme je veux, très rapidement, sans le contrôle de personne d'autre, sans un contrôle étatique, finalement, sans tiers de confiance. Ça, c'est important. Normalement, il y a toujours un tiers de confiance. Là, il n'y en a pas. On est vraiment en face à face et on va pouvoir échanger sans personne à qui rendre des comptes. Ça, c'était le projet principal de Bitcoin. On se rend compte que maintenant, bah, finalement, il y a d'autres blockchains qui ont été créés, qui sont plus rapides, qui coûtent moins cher, etc., etc. Donc, et on se rend compte aussi que la blockchain a d'autres applications et que pour financer finalement certaines activités, eh bien, on va pouvoir émettre un coin, donc du coup un token, hein, si on veut, qui va permettre de développer énormément de choses, que ce soit des blockchains, que ce soit des services liés à la blockchain, que ce soit, par exemple, vous avez de l'immobilier tokenisé. Ça s'appelle Realty, par exemple. Ce sont des Canadiens, je crois, qui vont acheter
des maisons, admettons, hein, des maisons à 200 000 et qui vont en faire, et qui vont les couper en tout petits morceaux et qui vont dire, OK, est-ce que tu veux acheter ça? Eh bien, via le token qui s'appelle Realty, eh bien, on va pouvoir acheter une partie et avoir une partie du rendement, évidemment. Plus, évidemment, l'augmentation de la performance du token sur les marchés. Donc, hein, énormément d'altcoins. On va prendre un exemple, c'est Ethereum, hein, qui est une blockchain qui va permettre d'héberger pas mal d'applications. Par exemple, vous avez des applications concrètes de la blockchain. Ça va être l'assurance immédiate que va proposer AXA. Par exemple, ils vont s'organiser avec des compagnies aériennes. Et si le vol a, par exemple, 1 heure et demie de retard, eh bien, automatiquement, vous allez être crédité de 50% du billet, par exemple. Et ça, en fait, c'est la blockchain qui va donner des consignes et qui va envoyer les virements automatiquement sans avoir besoin d'une intervention humaine. Vous allez voir souvent la traçabilité alimentaire, hein. C'est-à-dire que sur la blockchain, on va dire, OK, bah, ce produit-là, moi, je vais le scanner, je vais dire, OK, à tel moment, j'ai rajouté ceci, je l'ai transformé en ceci, etc. Et donc, du coup, la traçabilité sur la blockchain, on va voir que, eh bien, telle viande, elle vient de tel éleveur, etc. Et ça, on va le voir avec un QR code, par exemple, avec tout ça. Ça, c'est tout ce qui va être traçabilité alimentaire. On va voir la tokenisation immobilière, on l'a parlé, les jeux vidéo aussi, hein, les jeux vidéo où, par exemple, là, actuellement, un jeu à la mode, Fortnite, hein, sur lequel on va jouer sur PS5, sur ordinateur, c'est ce qu'on veut. Actuellement, on va devoir acheter nos armes, on va devoir acheter tout ça. Et par contre, c'est un peu con-con, on va pouvoir le revendre. D'accord? C'est le principe. Alors que là, il y a énormément maintenant de jeux vidéo sur lesquels on va pouvoir acheter et revendre. Ça veut dire que, en gros, j'ai acheté je sais pas moi, un certain fusil sur Fortnite, et ben du coup, je vais pouvoir le prendre et quand j'ai terminé de jouer avec ça, ben, je vais le revendre. Du coup, pour en acheter un autre, etc., etc. Donc, il y a une vraie économie avec un marché primaire, c'est l'éditeur du jeu, et un marché secondaire qui sera le marché de la revente. Et ça existe de plus en plus. Et a priori, c'est ce qu'on appelle le Web 3. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est ce qui va arriver assez rapidement. Je continue parce que je voudrais laisser la place après à toute la partie échange si vous avez des questions. Donc, du coup, on va parler tout de suite de la fiscalité. Ça intéresse tout le monde, évidemment. Admettons, j'ai acheté un Bitcoin à 100 000, je le vends à 200 000 dans un an. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut savoir que en fiscalité, en tout cas la fiscalité française, hein, puisqu'il y a autant de pays que de fiscalité, hein, avec des fiscalités plus ou moins douces. En France, on a la flat tax, donc 30% pour l'instant en tout cas, 30%. Et la fiscalité sur la crypto-monnaie, c'est la flat tax. Ça veut dire quoi? Attention, parce que c'est pas parce que, admettons, je possède 10 bitcoins. On est très très loin du compte, mais peu importe. Admettons, je possède 10 bitcoins. Tant que je vais les posséder en bitcoin, il ne se passera rien. Il n'y a pas d'événement fiscal. Par contre, à partir du moment où je vais les revendre, eh bien là, il y a un événement fiscal. Il peut y avoir un événement fiscal. Je m'explique. Il existe des crypto-monnaies qu'on appelle stablecoin, donc du coup stable, hein. C'est une monnaie qui est basée souvent sur le dollar, mais également sur l'euro. C'est USDC, USDT, vous regarderez. C'est une monnaie qui ne bouge pas, en fait, hein, qui est extrêmement stable. Et puis ça, si on va échanger du Bitcoin contre de l'USDT ou de l'USDC, un stablecoin, il ne se passe rien. Il n'y a pas d'événement fiscal. C'est ce que je fais, moi, intercycle. C'est-à-dire que là, on est dans un cycle haussier, un bull run. Donc là, moi, je commence à vendre. J'ai déjà vendu 5, 10%. Et puis hop, au fur et à mesure que l'on monte, je vends, je vends, je vends, je vends, pour me retrouver presque hors du marché à un moment que j'estime être le bon. Évidemment, on n'arrive jamais à sortir complètement, hein, c'est logique, hein. Et puis, à ce moment-là, ben, du coup, pour ne pas générer d'événements fiscaux, je reste en stablecoin. Donc, du coup, je vais avoir, en gros, comme si c'est un événement neutre. Donc, du coup, je vends du Bitcoin contre du stablecoin et je n'ai pas d'événement fiscal. Par contre, je veux m'acheter une voiture, et bien du coup, là, je vais transformer mes stablecoins en euros. Là, hop, terminé. Là, j'ai un événement fiscal. Ce qui veut dire quoi? Que, tout simplement, je vais devoir payer 30% sur ma plus-value. Alors, le problème, c'est que c'est excessivement difficile de déterminer quelle va être, en gros, comment calculer exactement sa plus-value. Ça c'est assez compliqué. C'est assez facile de le faire sur un bien immobilier, hein. J'ai acheté un appartement 100 000, je le revends 200 000. Bah, du coup, je sais que j'ai fait 100 000 de plus-value, je dois 30%, boum, on a tous compris. Sauf que là, en fait,
Pourquoi c'est compliqué? Parce que j'ai acheté du Bitcoin à plusieurs moments, à différents prix. J'ai acheté d'autres cryptos que j'ai ensuite transformés en Bitcoin. Donc, c'est pas évident, ça. Je vous le cache pas. Alors, actuellement, rares sont les gens qui vont déclarer on va dire leur plus-value. Pourquoi? Parce que c'est pas encore ultra bien organisé et sur des sommes correctes, il y a pas d'incidence. En réalité, on va pas venir vous chercher. Mais ça arrivera de plus en plus. Et bientôt, ce qui va se passer, c'est que moi, personnellement, sur Bourse Direct, qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les ans, sur ma déclaration de revenus, j'ai automatiquement la plus-value réalisée et l'impôt qui va avec. Ça, d'ici 2 3 ans, ce sera le cas avec toutes les plateformes qui sont PSAN, hein, donc du coup autorisées par l'AMF. Eh bien, eux auront la même chose et enverront ce que vous avez comme plus-value et donc, du coup, vous serez taxé en direct. Parce qu'évidemment, vous vous en doutez, quand on... En gros, le fait de posséder un compte sur Binance, sur Kraken, sur Bitpanda, sur toutes les plateformes que vous allez pouvoir trouver, sur lesquelles vous allez pouvoir acheter, en tout cas, acheter du Bitcoin, donc du coup, échanger de l'euro contre du Bitcoin ou n'importe quelle autre crypto-monnaie, eh bien, c'est considéré comme un compte à l'étranger, bien souvent, sauf peut-être que Bitpanda, c'est français d'ailleurs, il faut la vérifier. Je ne connais pas bien parce que pour moi, je préfère avoir les grosses entités. Mais en tout cas, Binance, par exemple, c'est un compte à l'étranger. Donc, du coup, vous allez devoir le déclarer quand vous allez faire votre déclaration d'impôt. Eh bien, vous allez devoir rajouter le CERFA 3916. On appelle ça, c'est un compte à l'étranger. C'est la même chose que quand on a un compte Revolut ou quand on a un compte d'une néobanque à l'étranger. Il faut déclarer. Attention, l'amende peut être sympa. Je ne sais pas, c'est pas 2500 euros, un truc comme ça. Bon, bref, ça n'a pas d'importance. Donc, on l'a dit, la fiscalité, c'est 30% sur la plus-value. Alors, je vous rassure, actuellement, c'est vrai que c'est pas excessivement facile d'acheter de la crypto-monnaie, même si finalement on est sur le même type de principe que lorsque l'on va vouloir acheter une action Nvidia ou une action LVMH, on va devoir créer un compte sur un broker, on appelle ça, un bourse direct, ce qu'on veut, et puis de là, on va envoyer des euros, et ces euros, on va acheter des actions. C'est un peu le même principe, de toute façon, avec Binance, hein. On envoie des euros sur Binance, et là, on va pouvoir échanger contre du Bitcoin ou contre toute autre chose. Pourquoi je vous dis ça maintenant? Parce que vous avez pu le voir, hein, et c'est quelque chose qui a aussi enflammé le marché, qui a permis que l'on arrive à 100 000 euros, c'est que désormais, il existe un ETF sur du Bitcoin. Un ETF, la plupart d'entre vous connaissent, mais je rappelle un petit peu, c'est un fonds indiciel, en fait, hein, qui va répliquer la performance d'un marché particulier. Par exemple, on va pouvoir, plutôt que d'acheter de l'or en lingots ou en pièces, on va acheter un ETF, donc du coup une partie, hein, une action, si on veut, une partie d'un fonds qui va être basé sur la performance du gold. Si l'or fait plus 10% dans l'année, eh bien mes actions, mes parties du fonds, mes parties d'ETF, hein, mes actions ETF vont progresser, leur valeur va progresser de 10%. Et donc, du coup, ça, on va avoir des ETF sur un petit peu de tout, sur tous les indices, S&P 500, CAC 40, etc., mais aussi des ETF sur tout ce qui va être sectoriel, par exemple sur le pétrole, sur les énergies nouvelles, sur l'eau, sur tout ce que vous voulez. Ça, je m'intéresse beaucoup aux ETF aussi parce que c'est une façon de limiter le risque parce que dans un ETF, souvent, par exemple, sur les énergies renouvelables, on va avoir 200 entreprises au sein du fonds, ce qui veut dire que si une entreprise périclite, eh bien, on sent quasiment pas la baisse parce que c'est noyé par la performance globale. Et donc, du coup, par exemple, quand on est débutant en bourse, moi, j'aime bien préconiser de l'ETF monde et on sait que, eh ben, on aura une performance moyenne, hein, depuis que la bourse existe, de 8% par an. Alors évidemment, il ne faut pas compter dessus tous les ans parce qu'il y aura des années où on sera en négatif. D'accord? Mais on va dire sur une période moyen-long terme, on a cette performance. Alors, c'est pas le cas de ces 2 dernières années, hein, qui ont été exceptionnelles, hein, où on a pu voir des 10, 15, 20% selon les marchés, hein. Mais voilà un peu le principe. Euh,
qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? De toute façon, pour ceux qui sont arrivés en cours, sachez que il va y avoir un replay, que j'enverrai le lien de l'enregistrement de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Par quoi est-ce que je vais finir le petit discours avant de passer aux questions? Et il nous restera une dizaine de minutes de questions, un petit peu plus si on doit dépasser, c'est pas très grave. Les stratégies, puisqu'on a parlé de la fiscalité, on a parlé comment en acheter finalement, hein, je vous l'ai expliqué, un Binance, un n'importe quel, et puis vous allez avoir des tutos en pagaille sur YouTube. Vraiment, moi je vous conseille Binance, hein, B-I-N-A-N-C-E, qui est le plus gros exchange qui existe, hein, et de loin, qui est extrêmement sécurisé, qui est PSAN, etc. Après, vous en avez d'autres. Vous avez toute la liste ici. Moi, je suis aussi client chez Kraken. Je le trouve moins pratique, moins sympa que Binance. Bref, là, c'est tout simple. Vous y allez, vous allez pouvoir ouvrir un compte, vous faites votre KYC, vous envoyez les documents, ils vous valident, vous envoyez 1000 euros par virement, et puis de là, vous pouvez commencer à acheter vos premiers bitcoins. Moi, ce que je vous conseille de faire, de toute façon, il n'y a pas, c'est comme le vélo, hein, pour apprendre à le faire, il faut le faire. Donc, du coup, ben, on va sur Binance, on ouvre un compte, ça coûte rien d'ouvrir un compte, évidemment. De là, on envoie 50 euros, 100 euros, et on essaye, on achète 100 euros de bitcoin, et puis on voit comment ça se passe. Sachez que désormais, d'ailleurs, je n'ai pas terminé mon raisonnement sur l'ETF, comme quoi je perds le fil. L'ETF, pourquoi je vous en parlais? Parce que aux États-Unis, désormais, l'ETF Bitcoin existe. Et donc, du coup, il y a énormément, sachez que c'est le meilleur départ. C'est la plus grosse capitalisation ETF qui existe c'est le meilleur départ qu'a pris un ETF, hein, pour BlackRock notamment. C'est lui qui est le leader, hein, actuellement là-dessus. Et donc, du coup, il y a énormément d'institutions qui ont acheté du Bitcoin via un ETF. Donc, du coup, ils ne possèdent pas réellement leur Bitcoin, mais ils possèdent une part du fonds et ce fonds évolue, la valorisation de leurs actions du fonds finalement va évoluer en fonction de la valorisation du Bitcoin sur le marché. Et ça, donc, du coup, c'est beaucoup plus sécurisé encore que tout ce que l'on peut faire actuellement, qui est un petit peu encore artisanal, hein, mais qui va se professionnaliser avec le temps. Et donc, du coup, on aura bientôt la possibilité en France, je crois que c'est l'année prochaine, 2026, parce qu'il fallait que l'AMF autorise cet ETF-là, et l'ETF, il va obtenir le label UCITS, bref. Et donc, du coup, c'est comme ça que l'année prochaine, on va pouvoir avoir du Bitcoin, notamment sur son PEA, hein, parce qu'évidemment, le PEA, qui est très intéressant évidemment fiscalement, vous le savez, eh bien, on peut avoir des ETF dessus. Et pas uniquement européen, puisqu'on peut avoir aussi un ETF S&P 500 par exemple. Voilà, sans problème. Donc du coup, les stratégies, c'est quoi? Évidemment, première stratégie de base, c'est je crée mon compte, j'essaye de comprendre un petit peu comment ça se passe. Et puis, pour moi, hein, c'est un petit peu chaque mois ou chaque trimestre ou chaque année, on va avoir une poche d'investissement. Et cette poche d'investissement, on va la dédier on va évidemment ne pas se surexposer à des marchés particuliers parce que du coup, forcément, je cherche le mot, hein, c'est pour ça que j'hésite beaucoup. Bref, on va tenter d'être très diversifié. C'est le mot que j'ai dit tout à l'heure, très diversifié. On va donc être investi souvent par le biais de sa résidence principale sur de l'immobilier, pourquoi pas sur du locatif avec du LMNP, des choses comme ça. Ça peut être intéressant, mais ça ne rapporte que quand on est très bon et qu'on s'est créé un deuxième métier entre 5, 6%, 10 à 10% brut, d'accord? Ce qui est pas mal, hein, mais c'est pas ce qu'on peut trouver. Et puis derrière, on va voir évidemment le côté bourse. Bourse, on sait que c'est 8% annuel sur un ETF monde, d'accord? Donc il n'y a pas besoin. Moi, je suis très très fan d'ETF parce que on se rend compte que les meilleurs traders du monde, ils sont 2-3%. D'accord? Que 95% des gens perdent en réalité parce que c'est porte de saloon, on rentre, on sort, on ne sait pas quand est-ce qu'on rentre, on achète quelque chose, ça tombe, on ne sait pas pourquoi, parce qu'on n'est pas un insider, on ne sait pas pourquoi est-ce que si, parce que ça. Vous allez voir que, alors, c'est peut-être une prédiction qui s'avère vraie, c'est le fait qu'aujourd'hui, vous avez vu hier, il y a eu le petit épisode DeepSeek, hein, sur le marché américain. On a une très très grosse baisse des marchés, un peu localisée tout de même, mais tout de même là-dessus, très forte par rapport à l'habitude. Mais vous allez voir qu'il va y avoir la publication de chiffres là qui vont arriver demain et après-demain, qui risquent d'être des mauvaises nouvelles pour le marché. Il n'est pas impossible que certains qui savaient déjà
certaines choses, ce soit, alors c'est pas une théorie du complot, mais c'est quelque chose qui est très faisable. Donc, si vous voyez à la fin de la semaine des mauvais chiffres et une nouvelle jambe baissière, eh ben, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont déjà compris que je ne sais pas pourquoi je m'égare. Donc, du coup, je vous donnais des stratégies et donc, du coup, j'ai expliqué la diversification. On a parlé de l'IMO, on a parlé de la bourse. Eh bien, pour moi, la crypto-monnaie doit aussi faire partie de tous vos portefeuilles. Pourquoi? Parce que, alors, par contre, attention, moi, mon portefeuille est, vu que je suis encore assez jeune, eh bien, du coup, il est plutôt dynamique. D'accord? C'est-à-dire que j'ai du temps, j'ai 20 ans, on va dire, avant de vouloir récupérer les fruits de mes investissements. Donc, du coup, eh bien, je suis appétent au risque et donc, du coup, ça ne me dérange pas de mettre une partie substantielle de ma poche d'investissement sur de la crypto. Alors, je donne des exemples, hein. Par exemple, on a 100 euros par mois à investir. On va dire, OK, eh bien, je vais dire, moi, bah, je ne suis pas trop appétent au risque, donc du coup, je vais mettre que 10 euros sur de la crypto. Par contre, je vais mettre 30 euros sur de la bourse et je vais mettre le reste sur de l'immobilier. L'immobilier, comment? Hein, tout simplement éventuellement par économiser ça pour avoir un apport pour acheter un appartement, par exemple. On peut faire des SCPI, choses comme ça. Alors, je ne suis pas du tout fan, pour moi, c'est pas du tout intéressant, mais peu importe. Hein, chacun voit midi sa porte. Et puis, d'autres vont dire, OK, ben, moi, j'aime bien les obligations. Ça rapporte 3,5, c'est sûr. C'est des bons américains. Pourquoi pas? Pour moi, c'est pas terrible du tout parce que quand on enlève l'inflation, ben on n'a rien gagné en réalité. D'accord? Donc du coup, voilà, on va choisir. Mais pour moi, chaque portefeuille doit détenir un minimum de crypto-monnaie. Peut-être du 1%, du 2%, mais quand on est investisseur, eh bien, on doit savoir ce que c'est, on doit savoir ce que ça rapporte. Et évidemment, hein, vous souvenez du graphique, hein? Alors, autant ici, hein, tout ça, là, personne ne pouvait y toucher, très, très, très difficile de sécuriser. Donc, du coup, jusqu'en 2017, on va dire, c'était excessivement compliqué d'être serein sur le marché et de conserver sa crypto-monnaie. Depuis ici, moi, je suis rentré à peu près ici, donc fin 2019. Alors, je suis rentré très, très, très doucement, hein, comme je vous le disais, hein, vraiment peu par peu, un petit orteil par orteil, finalement. Eh bien, là, à partir de là, quand même, ça se professionnalise à fond. Et là, on va dire que c'est complètement professionnel. Alors, il va y avoir, ça, je vous le garantis. Alors, ce sera peut-être en guise de conclusion, avant de vous laisser la parole, mais je peux vous le prédire, Bitcoin va baisser. C'est une certitude. On ne sait pas quand. Ça sera peut-être là dans un mois, ça sera peut-être dans 6 mois ou dans un an. Guère plus, a priori, hein. Mais il va baisser. Et il va baisser fort, fort. Donc il va baisser, pour moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il redescende autour des 50 à 60 000 euros. Donc du coup, est-ce qu'il est intéressant de rentrer ici? Eh bien, ça, chacun voit midi à sa porte. Moi, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vaguement, mais personnellement, quand ça monte, eh bien, moi, je vends. D'accord? Et quand ça va descendre, eh ben, c'est là que je vais acheter. Alors, je n'achète pas le couteau qui tombe, évidemment, mais dès qu'on va avoir ici et c'est long ça, hein, c'est des mois et des mois tout ça, hein. Quand on va avoir des signes où en fait ça baisse et ça bouge plus trop, là c'est descendu à 15 000, etc. Et bien là, on va mettre des salves, c'est là où on va mettre 500 euros, 500 euros, 500 euros, 500 euros, 500 euros, 500 euros. Par contre, au bout d'un moment, quand le marché va monter comme ça de façon très très forte, et ben là techniquement, on doit être investi. Alors, on peut toujours garder hein, du cash pour dire, OK, ben, si jamais ça baisse très fort, eh ben, je vais pouvoir aussi, moi, profiter. On dit buy the dip, acheter le creux, on va dire. Mais là, sachez que c'est pas forcément le meilleur moment pour acheter. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup derrière, hein, donc gros risque de perte. Alors, de toute façon, je peux vous garantir aussi, on sera un jour à 250 000. Dans combien de temps? Dans un an pour certains, j'en suis pas convaincu. Dans 4 ans pour d'autres, j'en suis quasiment certain. 6 ans, 8 ans, mais en tout cas, on sera. Attention, et quand je dis à 250, ça veut dire qu'on est à plus de 100%, hein. Donc on va doubler la valeur. 100% sur un marché boursier, par exemple, qui est un marché un peu agressif, quand même, on le voit, hein, ça bouge, il y a de la volatilité. Faire 100%, on fait ça pour quelqu'un de classique en minimum, allez, une bonne douzaine d'années, voire 15 ans. Là, on parle de 100% en 2, 3, 4 ans.
D'accord? Donc, c'est énorme comme performance déjà, hein. Ça, faut bien se rappeler de ça, hein. La crypto-monnaie n'est pas non plus un casino, hein. Le Bitcoin notamment. Alors, il y a d'autres cryptos, oui, où en effet, on peut faire des multiples très, très impressionnants. Mais sur le Bitcoin, attention, on va faire des multiples à long terme, hein, sur 20 ans. On peut espérer du 3, 4, 5x. D'accord? Mais guère plus, je pense, sauf le jour où, et ça arrivera, un jour, eh bien, les États-Unis l'ont déjà plus ou moins décidé, mettre du Bitcoin dans les réserves. Vous savez que les réserves fédérales ont donc de tous les États, hein, la France a des réserves en or, etc. Beaucoup de pays ont des réserves en or. Eh bien, du coup, il y aura probablement, tous les pays auront des réserves tous les pays, un grand nombre de pays auront des réserves en Bitcoin. Et donc, du coup, ça raréfiera le marché. Il y en aura de moins en moins sur les marchés. Et donc, du coup, ceux qui en possèdent pourront les vendre plus cher. Moi, la stratégie que j'applique, je vous l'ai expliqué, c'est plutôt du DCA. On appelle ça du dollar cost average. Euh, Ça veut dire que je vais investir un petit peu tous les mois ou tous les trimestres. D'accord? Et de façon très, 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 très régulière. Ça, c'est lorsqu'on va faire, et comme ça, moi, vous n'avez pas besoin de savoir est-ce qu'on est en hausse, est-ce qu'on est en baisse, est-ce que je mets beaucoup, pas assez, etc. Ça, extrêmement compliqué. Personne ne peut savoir si on est en haut ou on est en bas. Parce que là, aujourd'hui, je vous dis qu'on est haut, admettons, mais peut-être que demain, on sera en haut de la page ou qu'on sera tout en bas. Donc, du coup, personne ne peut le savoir. Donc, l'idéal pour un investisseur débutant qui ne veut pas jouer intracycle, on appelle ça intracycle, hein, et bien du coup, c'est de dire, OK, tous les mois, je mets 100 euros sur Bitcoin et je sais que dans 20 ans, eh bien, cet argent-là, en fait, il aura fait beaucoup de petits et beaucoup plus que si je le mettais sur un livret A ou sur je ne sais quel fonds euro, sur une assurance vie, par exemple. D'accord? Ça, pour moi, c'est la base. Le DCA, dollar cost average, j'investis peu par peu, mais très très régulièrement, que ça monte ou que ça baisse. Et puis, il va y avoir, après, une stratégie beaucoup plus complexe, et ça, je ne vais pas vous en parler, parce que ça n'a pas d'intérêt majeur. Voilà, j'en ai terminé sur cette explication. Est-ce que vous avez des questions? Je vous invite à prendre la parole, à réouvrir votre micro et prendre la parole. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Le but est, je peux revenir sur ce que vous voulez, sur la création, sur le comment est-ce qu'on va aller chercher, comment est-ce qu'on va aller créer un compte, sur ce que vous souhaitez. On va faire ça pendant 10 minutes peut-être. Des questions, des choses qui n'étaient pas claires ou tout était clair? Eh bien, écoutez. Oui, est-ce qu'on a un volontaire, une question à poser peut-être? Comment on récupère ses billes? Ah, très bien. Mais justement, c'est une très très bonne question. Bravo. Puisque d'ailleurs, j'ai eu une discussion avec Jean-Michel là-dessus. Il m'a fait peur. Alors tant mieux, hein, parce que du coup, ça réveille un petit peu. Parce que moi, il est clair que je récupère rarement. J'avais jamais récupéré d'ailleurs d'argent qui venait de Binance. Donc du coup, alors par contre, j'ai des proches, hein, mon frère, des amis qui ont récupéré. Donc, du coup, je savais qu'il n'y avait aucun problème, mais là, Jean-Michel m'a envoyé un article qui disait que une de ses connaissances avait eu des difficultés à récupérer son argent parce on lui a demandé énormément de justifications. Ça, c'est le problème. C'est pas un problème parce que c'est ce qui vient sécuriser un marché. C'est la réglementation MiCA qui fait que, eh bien, on n'a pas le droit d'ouvrir un compte sur Binance, dire OK, je mets 100 000 euros sur Binance et puis accepter mon argent et vous vous débrouillez comme ça. Ça marche pas comme ça. Il faut prouver d'où viennent les fonds, etc., de mes salaires, de la vente d'un appartement, de ci, de ça. Et donc, du coup, c'est ce qui est arrivé à cette personne-là. Moi, étonnamment, pourtant, j'ai rien fait de plus. J'ai sorti 100 euros. Je les ai transférés de Bitcoin. Je les ai changés en de l'euro. Et puis, j'ai dit que je voulais sortir sur mon compte, hein, parce que vous avez un compte qui alimente votre compte en banque, hein, Société Générale, Banque Populaire, qui va alimenter le compte Binance. Et donc, du coup, c'est celui-ci qui va être enregistré, sécurisé. Et donc, du coup, quand vous allez dire, OK, je veux récupérer, et bien, du coup, vous allez dire, OK, combien?
OK, et tu veux bien l'envoyer sur ton compte classique? Oui, c'est ça. Et puis hop, on va choisir comment. En général, c'est maintenant en plus, c'est les virements instantanés, hein. Donc du coup, dans les 2 minutes, j'avais les 100 euros sur mon compte personnel classique d'une banque traditionnelle. Donc du coup, on récupère extrêmement facilement. Il y a, il y a pas de, il y a aucune difficulté finalement à passer de l'un à l'autre. C'est même beaucoup plus facile que si par exemple, si moi je suis sur Bourse Direct. Si je veux récupérer sur Bourse Direct, eh ben, ça va être beaucoup plus long. Parce que il va falloir qu'un humain récupère ma demande de virement, etc., le fasse lui-même et tout ça. Alors que là, c'est automatique et j'ai eu vraiment aucune difficulté à récupérer. Même si on récupère tout, Oui. Ah oui, oui, sans problème. Sans problème. Moi, j'ai pas mal évidemment, de connaissances, hein. C'est ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont voulu changer d'exchange ou vous avez un projet quelconque. Il n'y a aucun risque là-dessus. Maintenant, ils ont vraiment pignon sur rue, hein, notamment Binance, que moi, je peux m'engager que là-dessus. Binance ou Kraken, que je connais bien. Ils ont pignon sur rue, ils sont complètement contrôlés par l'AMF. Et autant dire que quand on est contrôlé par l'autorité de marché financier en France, c'est on est plutôt carré. Il y a pas de, il y a quand même excessivement peu de risques, hein. Voilà pour cette très bonne question, qui en effet est une question basique à laquelle je n'avais pas répondu, mais qui a le mérite d'avoir été posée et j'espère que la réponse vous aura satisfaite. Est-ce qu'il y Et a d'autres questions? Oui. oui, en pratique, quand on veut créer un compte, Ouais. on va sur Kraken, par exemple, Ouais, alors et je vais vous montrer, regardez. On va, hop, je vais vous montrer ici. Là, je vais ouvrir, moi, une page de démarrage. Je vais ici, par exemple, sur Binance. Là, j'ai une plateforme d'échange ici. Hop, je vais là et je vais pouvoir ici, inscription. Et quand je vais aller m'inscrire, je vais rentrer un email, numéro de téléphone, peu importe, et hop, on va créer le compte ici, ou alors on va même le faire avec Apple, hein, c'est encore plus simple évidemment, ou avec son Google. Et puis de là, on va continuer l'inscription. Vous allez voir que le compte est créé très rapidement. Par contre, derrière, on va vous demander, un petit peu comme sur n'importe quel compte en bourse ou de plus en plus, ou même ouais, non, en bourse principalement, on va vous demander, par contre, votre justificatif d'identité, de domicile, pas mal de petites choses. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Vous allez avoir je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais il va vous prendre avec votre webcam sur votre ordinateur et il va vous demander de bouger la tête, un petit peu comme sur un passeport, des choses comme ça. Et puis, il va vous demander d'où viennent vos revenus. Voilà, c'est à peu près tout. En gros, c'est assez simple. Et après, il y a les paliers, évidemment, avec selon les sommes que vous allez trader, donc du coup échanger, on va vous demander de plus en plus de niveaux, mais en général, pour des gens assez lambda, hein, qui seront en dessous du million, bah, du coup, il y a pas de, il y a pas de choses très très complexes. Et d'ailleurs, ça j'ai oublié d'en parler, puisque vous êtes chacune d'entre vous, vous êtes des entrepreneurs. Vous pouvez tout à fait, moi c'est ce que j'ai fait avec Ofta Consult, hein, mon entreprise de consulting. J'ai investi alors c'est plus pour essayer et pour mettre un peu mon expert comptable dans l'embarras parce qu'on est très potes. Et donc, du coup, je voulais voir comment il allait s'en sortir parce que je ne savais pas le faire. Mais vous pouvez aussi investir via vos sociétés, d'accord? Qu'elles soient vos CELARL ou vos holdings, hein. Parce qu'évidemment, il n'y a pas besoin de passer par la case dividende pour réacheter ensuite du Bitcoin, hein. Ça, c'est les stratégies que vous connaissez déjà, hein, mais on peut très bien avoir un compte. Moi, c'est ce que j'ai aussi, un compte, non pas en perso, mais en pro, avec son entreprise sur de la crypto-monnaie. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, tout est clair. Si tout est clair, écoutez, on va clôturer là. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas. De toute façon, vous verrez que je vais mettre on va dire ce webinaire, je vais le mettre sur YouTube, hein, sur ma chaîne. Je vous donnerai le lien. Et comme ça, vous allez pouvoir
vous allez pouvoir le revoir, en tout cas ce que vous avez raté, et vous pourrez échanger. On pourra échanger en dessous, on va dire, par le biais de commentaires. Jean-Michel est là. Salut Jean-Michel, tu vas bien? Merci pour tout ça, c'était toujours intéressant, hein. Ben, écoute, avec grand plaisir. De toute façon, on s'appellera parce que je crois que j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit, mais à quand un vision d'expert avec Jean-Michel qui nous explique un petit peu comment est-ce que nous, en tant que médecins, on peut investir, alors pas forcément sur de la crypto, mais sur de l'immobilier, sur de la bourse. Ça peut être intéressant qu'on fasse, en plus hein, de ce que tu fais déjà très très bien par la liste cash, peut-être un sujet plus visuel. Voilà. Merci. Allez, eh bien écoutez, bonne soirée à tous Ah, et merci. je vous dis à très très vite.